j'ai la chance d'être la conservatrice de la Maison Bergès, qui est un musée donc, du département de l'Isère, qui se trouve à Villarbonneau, vraiment à 2 pas de Grenoble. Et donc, je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, voilà, bon, peut-être en fin d'année ou peut-être pour les vacances d'hiver, de passer par les Alpes, de vous arrêter donc, dans cette maison patronale qui, voilà, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, est dotée d'un programme décoratif tout à fait, comment dire, personnel, très spécifique, puisque cette maison, elle a été voulue et imaginée en famille par la famille Bergès, qui a donc avec ce décor souhaité raconter à la fois leur vision technique, leur épopée industrielle, et comme vous pouvez le voir peut-être à gauche de l'écran, ils ont dédié une grande partie de leur vie à la conquête de ce qu'Aristide Bergès avait surnommé la houille blanche, c'est-à-dire l'hydroélectricité, puisque pour vous dire 2 mots de cet ingénieur centralien, Aristide Bergès avait intégré l'école centrale des arts et manufactures en 1849. Il est donc de la même promotion qu'Eugène Pereire dont nous avons parlé ce matin. C'est d'ailleurs Eugène Pereire qui va lui fournir son premier emploi. Là encore l'importance du réseau à la sortie de l'école centrale. Et donc Aristide Bergès avait évolué dans une famille de papetiers dans le sud-ouest de la France, à côté de Toulouse. Et à la sortie de l'école, pour des raisons de brouille familiale, il va falloir qu'il monte sa propre entreprise, sa propre affaire. Et c'est comme ça qu'après quelques expériences dans les compagnies de chemin de fer, dans le sillage des frères Pereire, ou du fils Pereire plutôt, eh bien, il va finalement revenir aux activités plus paternelles et familiales, la papeterie. Il va venir s'installer dans les Alpes, donc à Villarbonneau, où se trouve aujourd'hui le musée, à Lancé. Et il va véritablement déployer beaucoup d'énergie à chercher une nouvelle forme d'énergie, justement, cette hydroélectricité. Il va installer à flanc de montagne les premières conduites forcées pour développer en contrebas une énergie suffisante pour râper du bois, produire du papier, et puis aussi très vite, en branchant des dynamos, produire de l'électricité. Donc je vous dis cela très rapidement parce qu'en fait, notre musée, comme ça, est entre art et industrie. C'est cette vision d'une technique capable de résoudre tous les problèmes que les Bergès vont vouloir mettre en scène dans le décor de la maison. Le hall d'honneur que vous voyez à l'écran, dans un style très éclectique, est complètement dédié à cette divinité qui est l'hydroélectricité, donc la houille blanche. Et puis à droite, je vous propose l'une des œuvres que l'on conserve au musée d'un des amis artistes de la famille. Cet ami artiste, il est assez célèbre, c'est Alphonse Mucha. Voilà. Et Alphonse Mucha va venir rendre visite aux Bergès à Lancé et va laisser un certain nombre de témoignages de leurs échanges, correspondances, mais aussi quelques pastels. Et vous avez là donc un portrait d'Aristide Bergès par Mucha qui, comme vous pouvez le voir, est inspiré, peut-être guidé même par cette force supérieure qui est la houille blanche, ce torrent d'eau glacée. Donc je ne vais pas vous en dire plus évidemment sur Aristide Bergès, simplement pour témoigner effectivement de son appartenance à cette grande famille, à cette grande maison, à cette grande école qu'est l'École centrale des arts et manufactures. Nous conservons donc son diplôme. C'est une autre source pour l'histoire de ces ingénieurs, de ces entrepreneurs, que sont les fonds privés effectivement, que les familles d'ingénieurs ont quelquefois pu sauvegarder. Alors évidemment, dans la mesure de la famille Bergès, eux aussi ont eu ce souci, la génération d'après, les enfants et petits-enfants, de conserver, de rassembler et puis de fonder un premier musée associatif qui est donc devenu un musée public en l'an 2000 avec l'acquisition du site par le département de l'Isère. Donc une maison d'ingénieurs, une maison qui nous plonge dans cette période des années 1900 à la toute fin du 19e siècle. Et donc une maison dans laquelle on a la chance de pouvoir organiser chaque année à peu près une exposition temporaire. Et donc, comme je vous le disais en introduction, cette année, nous avons consacré toute notre énergie, toutes nos recherches à essayer de proposer un portrait de Gustave Eiffel, un portrait évidemment choisi, puisque nous avons une exposition temporaire d'une centaine de mètres carrés, une salle d'exposition donc assez réduite, et on a vraiment choisi d'axer le propos de cette exposition sur son parcours d'ingénieur. Donc on propose ce parcours évidemment parce qu'il nous permet aussi d'éclairer cette période, la deuxième moitié du 19e siècle, et de proposer à nos visiteurs aussi de mettre comme ça un petit peu en regard l'univers technique d'Aristide Bergès, le maître des lieux. Donc cette exposition, je remercie beaucoup de
gens dans la salle parce qu'en fait, elle doit à beaucoup de personnes ici présentes. D'abord, évidemment, notre super conseiller scientifique, Jean-François Bellos, que je remercie beaucoup parce que vous avez pu mesurer à la fois, évidemment, sa science et sa générosité. Donc, on a bien travaillé ensemble, je crois qu'on peut le dire, pour faire cette exposition. Et puis aussi, évidemment, les collègues des archives, vous avez parlé à l'instant de l'importance de ces fonds pour les historiens, aussi pour les conservateurs du patrimoine, les commissaires d'exposition. Enfin voilà, moi j'ai une formation d'historienne, c'est peut-être aussi une déformation professionnelle, mais tout commence toujours effectivement par la consultation des archives, et en l'occurrence pour Gustave Eiffel, par le cabinet d'art graphique évidemment du musée d'Orsay, mais également par la consultation à distance, mais très, très importante, du Fonds des archives nationales du monde du travail à Roubaix. Donc je remercie Gersande qui est dans la salle, qui nous a beaucoup aidé pour ce travail. Dans l'exposition, on a aussi pu réunir des prêts du musée des arts et métiers, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, la Bibliothèque Forney, quelques documents aussi de l'École centrale conservés aux Archives nationales. Et là encore, merci Marie-Estelle pour nos échanges et les fameux registres de promotion qu'on a exposés dans l'exposition. Et puis aussi, évidemment, des collègues isérois, notamment les archives départementales, le musée dauphinois. Enfin, j'oublie certainement beaucoup de monde en me lançant dans une liste de remerciements. Mais sachez que tout ça est évidemment un travail collectif qui nous a permis d'orienter notre propos autour de trois axes. Je vous montre quelques images de l'exposition. Donc un portrait d'ingénieur qu'on dresse à travers tous ces fonds d'archives et ces œuvres conservées dans les musées cités. Le portrait de Eiffel centralien. On a également eu le souci de décrypter la construction métallique pour le grand public, donc dans une œuvre de médiation scientifique et technique. Et enfin, je ne vous en parlerai pas cet après-midi, mais évidemment, on a voulu valoriser un patrimoine grenoblois aujourd'hui disparu. Malheureusement, celui-ci n'aura pas été sauvé. C'était un pont qui autrefois traversait l'Isère à Grenoble, un pont peut-être l'un des derniers construits par les établissements Eiffel en 1892-93. Voilà. Donc cet après-midi, je viens vous parler d'un autre projet de pont non réalisé que vous apercevez peut-être à l'arrière, au deuxième plan de la photographie que je vous propose, puisque ma communication vous propose un petit zoom, un détail sur donc un projet de pont sous la Manche, voilà, un pont sous la Manche que Gustave Eiffel publie en août, à l'été 1890. S'inscrivant ainsi finalement dans une lignée de réflexion que le 19e siècle va connaître depuis le tout début du siècle. Finalement, les ingénieurs, notamment liés au secteur ferroviaire, vont essayer de proposer donc une solution pour relier, comme vous pouvez le voir, l'Angleterre à la France. Comment traverser la Manche. Je vous propose cette gravure comme première finalement tentative, d'imaginer ici en l'occurrence un tunnel. Donc vous avez ici le projet d'un ingénieur Albert Mathieu Favier, un ingénieur donc des mines qui avait dès 1802 donc proposé, comme vous pouvez le voir, un double tunnel, un tunnel donc sous terre, sous l'eau, sous la Manche, dont le premier niveau aurait été consacré, comme vous pouvez le voir, aux diligences donc à cheval, et un deuxième tunnel, je ne sais pas si c'est très rassurant, mais qui était censé contenir l'écoulement des eaux d'infiltration. Donc évidemment, un projet qui restera à l'étude un petit moment. Et voilà, on n'est jamais trop prudent, effectivement. Et qui finalement va peut-être aussi nourrir le projet, là pour le coup un petit peu plus connu, ou en tout cas qui fera date, le projet d'Aimé Thomé de Gamon, qui est un ingénieur qui lui va s'intéresser à plein de choses et qui va dès les années 1830 vraiment essayer de creuser cette question de traverser la Manche par un ouvrage, par un tunnel. On est encore dans cette idée de proposer des tunnels, et cette fois le tunnel qu'il propose est un tunnel ferroviaire. Son projet paraît relativement crédible puisqu'il est présenté lors de l'exposition universelle de 1867 à Paris. Donc vous voyez, pendant 30 ans, il va remettre son ouvrage sur le métier, son ouvrage. Il va être reçu par Napoléon III, par la reine d'Angleterre également. Et comme vous pouvez le voir sur cette gravure, son projet comporte des aspects assez ambitieux, puisque en plein milieu de la Manche, il veut tirer profit du banc de
Varne pour créer une île artificielle qui serait une sorte de port pour faire une sorte de pause dans la traversée de la Manche. Bon, là non plus, son projet n'aboutira pas. Il faut dire que les échanges avec l'Angleterre vont être un peu stoppés et compliqués par la guerre entre la France et la Prusse qui est déclarée en 1870. Donc là, on a véritablement une pause qui est importante, qui est marquée dans ces projets. Mais l'idée n'en est pas pour autant complètement écartée. Toujours sous l'égide des ingénieurs plutôt des mines, on a toujours à l'esprit cette volonté de relier l'Angleterre à la France par un tunnel dans un premier temps. Donc on réalise un certain nombre d'explorations, de sondages, tout simplement, notamment côté français, comme vous pouvez le voir aux alentours de Sangatte, où plusieurs puits seront creusés à la fin des années 1870, encore dans les années 80. Avec, en l'occurrence, des puits donc, à la verticale, mais également des galeries à l'horizontale pour essayer de mieux connaître la nature du sous-sol et vérifier si, en effet, il serait possible de réaliser donc, un tunnel sous la Manche. À côté de cette voie, on va dire, des ingénieurs des mines, il y a une deuxième tentative ou un deuxième type de projet qui voit le jour, et on en a parlé déjà ce matin très, très rapidement. C'est une autre solution qui va être celle d'un pont sur la Manche. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit donc d'un projet qui va être proposé à la fois par la société Schneider et compagnie et surtout par la société Hersant, qui vont aller assez loin dans leur proposition, suffisamment loin finalement donc, pour réveiller un petit peu la curiosité ou en tout cas titiller peut-être un peu l'envie de Gustave Eiffel qui dans son propre projet semble vouloir répondre à cette ambition des établissements donc Schneider et Hersant de construire un pont ferroviaire sur la Manche. Donc un pont qui aurait une longueur d'environ 38 km. Je passe tout de suite à cette diapositive où vous voyez donc le mémoire publié par la Compagnie des établissements Eiffel à l'été 1890, qui est donc conservé dans ce fameux cabinet d'art graphique, dans ce trésor conservé au musée d'Orsay, dans lequel finalement Gustave Eiffel explique un petit peu le contexte et vient contredire finalement les projets de ses concurrents et amis. Il explique que l'idée de relier l'Angleterre à la France est assez ancienne. Il veut apporter sa pierre à l'édifice, d'autant que pour lui, les solutions proposées par les ingénieurs des mines sont trop dangereuses. On ne connaît pas suffisamment la nature du sous-sol. Ça ne lui paraît pas complètement assuré que de pouvoir creuser. Et surtout, selon lui, humainement, on ne saura jamais creuser à plus de 500 mètres à plus de 55 mètres de profondeur. Or, on sait que le niveau de la Manche, dans les parties les plus élevées, descend sous les 50 mètres, ce qui pour lui est vraiment une distance trop importante pour faire travailler les êtres humains. Il met ainsi de côté tous les projets de tunnels sous la Manche. De même, le projet de son concurrent Schneider et Hersant, il le réfute de manière très détaillée, parce que pour lui, même si le pont que l'on nous propose ici, propose un passage de 60 mètres à peu près pour laisser passer les navires, le nombre de piles à travers la Manche, une centaine, viendrait quand même compliquer la circulation maritime, la rendrait vraiment beaucoup trop dangereuse avec la brume, le brouillard, etc. Donc à cela s'ajoute toujours cette difficulté d'aller poser des fondations maçonnées dans des eaux très profondes au-delà de 55 mètres. Et surtout, il réfute l'estimation budgétaire que donne la société Schneider. Lui, il estime qu'en plus, ce projet coûterait bien trop cher puisqu'il l'a estimé en réalité à 1,3 milliard de francs. Voilà. Alors, il ne donne pas le détail de son calcul, mais en tout cas, il contredit, argument par argument, la proposition de ses concurrents.
il y a un autre type de projet qui va être conçu ou imaginé dans la même période, qui sont des solutions mixtes. C'est la solution Varia, en fait, d'un ingénieur qui pense, lui, que la meilleure solution pour traverser la Manche, c'est de venir dresser des ponts de part et d'autre des côtes françaises et anglaises. Un pont qui déboucherait sur des ascenseurs de grande dimension, puisqu'il faut quand même pouvoir loger des locomotives, donc 150 mètres d'ascenseur en pleine mer pour descendre sous la Manche, récupérer un tunnel donc sous la Manche qui serait percé en partie centrale. Donc bon, là, il passe assez vite pour évidemment contredire ce projet qui, pour lui, rassemble tous les inconvénients, à la fois de travail en profondeur, de budget, et puis surtout, il explique que les ascenseurs sont d'une complexité folle. Il a peut-être en tête ces déconvenus d'ascenseurs pour la tour de 300 mètres au moment où il écrit cela, et en plus des ascenseurs pour contenir des machines à vapeur, locomotives, etc., ça ne lui paraît pas du tout réaliste. Enfin, il a un argument que je trouve très, très intéressant aussi pour rejeter les autres propositions. C'est un argument politique, un argument militaire. On est dans ce contexte évidemment très troublé en Europe. Et pour lui, la solution qui permettra de relier l'Angleterre à la France, elle doit pouvoir être détruite. Elle ne doit pas être définitive. En cas de guerre, il faut pouvoir déconnecter l'Angleterre de l'Europe de manière assez simple. Et un tunnel, évidemment, finalement, très, très dangereux car il peut être bouché d'un côté, un pont est trop compliqué et donc sa solution à lui va être celle finalement d'un pont certes mais sous l'eau. Alors, dit comme ça peut paraître assez curieux, mais en fait, ce que Gustave Eiffel et ce que ces établissements proposent en 1890, c'est véritablement la construction d'un double pont tubulaire sous-marin. Donc, il propose, alors nous, à Lancé, quand on voit ça, on pense conduite forcée, évidemment. Il propose finalement deux gros tubes de métal au diamètre suffisamment grand pour pouvoir être empruntés par le chemin de fer. Donc deux grands tubes tubulaires qui seraient posés sur les fonds marins directement en partie basse, donc jusqu'à 20-25 mètres sous l'eau. Et puis, comme vous pouvez le voir à droite du plan, dans les eaux les plus profondes, je vous disais 55 mètres, et bien là, il propose de venir disposer des séries de petits plots, de sortes de petits pylônes métalliques sur lesquels ces doubles conduites métalliques viendraient reposer. Alors, selon lui, cette solution a évidemment que des avantages. Avantages militaires, c'est assez facile finalement de couper ce tube là où on le veut, sous l'eau, en cas de guerre. Il n'y a pas d'obstacle de cette manière à la circulation des bateaux. Et surtout, l'argument économique et technique, vous allez le voir, penche en sa faveur pour lui. Il développe beaucoup cet aspect réaliste de son projet. Donc pour vous montrer un détail, je ne sais pas si peut-être que le plan est assez peu visible, mais voilà, son projet consiste, comme je vous le disais, en la réalisation de deux grands tubes de métal qui seraient enserrés quand même d'une gaine de ciment afin d'assurer l'étanchéité du tout. Ces deux tubes métalliques seraient séparés de 8,70 m l'un de l'autre et seraient reliés en quelques endroits pour pouvoir malgré tout communiquer. Donc le tout sur un peu plus de 38 km de long, donc pour relier les côtes françaises aux côtes anglaises. Voilà, donc je vais peut-être juste vous le remettre ici. En termes de faisabilité, le projet qu'il propose lui paraît tout à fait réaliste parce que, comme vous le savez certainement, les établissements Eiffel sont passés maîtres en la matière de préfabriquer, de calculer d'abord très précisément les chantiers et de préfabriquer en atelier pour pouvoir venir assembler sur site. Et donc avec les techniques finalement de construction à air comprimé, il explique avec force de détail la manière dont il compte s'y prendre pour venir avec des bateaux évidemment disposer donc dans la Manche ces éléments métalliques qui après seraient descendus avec quelques scaphandriers.
à la fin donc voilà, donc je conclus juste rapidement pour dire qu'à la fin de son mémoire, il résume la situation, voilà, avec tous les avantages du projet qu'il propose, l'aspect tout à fait réaliste techniquement, et donc la conclusion de son projet est celle-ci. La seule chose qui nous manque donc aujourd'hui en 1890, c'est de savoir si on a l'argent évidemment et le temps et le soutien politique pour réaliser cet ouvrage. Bon, comme vous le savez, il ne sera pas suivi dans cette proposition. En 1890, il fait comme ça 3 projets qui vont pas aboutir, hein. Le pont sous la Manche, le projet aussi de métro pour Paris, et puis l'observatoire sur le Mont Blanc. Donc il y a une série comme ça de projets non aboutis. Mais on peut peut-être dire en conclusion qu'il parviendra en quelque sorte à participer à cette traversée de la Manche en ayant soutenu Blériot dans ses expérimentations aérodynamiques, puisque comme vous le savez, en 1909, voilà, Blériot relie l'Angleterre à la France par sa fameuse traversée aérienne, et donc l'aventure de relier l'Angleterre à la France démarre véritablement. Donc voilà, c'est une petite histoire qu'on vous propose dans l'exposition qui est actuellement visible à la Maison Bergès, donc jusqu'au 3 mars. Et puis nous avons aussi commis un petit document avec Jean-François Bellost et un certain nombre d'autres collègues grâce à tous les fonds et iconographiques que j'ai cités précédemment. Voilà, un magazine hors série qui nous permet d'explorer encore cet univers des ingénieurs centraliens des années 1850. Je vous remercie.